J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une série de vidéos plutôt sur l'administration réseau et système. Donc en fait nous allons mettre en place un petit serveur web et nous allons installer des services à l'intérieur et puis héberger des sites web. Bon, nous allons essayer de voir comment les hébergeurs font pour mettre en place un serveur web. Voilà. Parce que la plupart des développeurs ne savent pas ce qui se passe vraiment derrière l'hébergement web. Bon, en tant que développeur web full stack ou backend, il est vraiment important de connaître tout ça. Bon, je sais que la majorité des développeurs web full stack et backend connaissent un petit peu comment ça se passe. Mais pour les débutants, pour ceux qui débutent un peu dans le développement, ils ne connaissent pas. Donc j'aimerais vraiment qu'ils puissent avoir un peu un aperçu comment ça fonctionne, toutes ces choses-là. Donc si vous avez regardé ma vidéo précédente, je vous avais présenté un système d'exploitation Debian. Donc je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Debian, c'est les systèmes d'exploitation que nous allons utiliser pour notre serveur web. Et notre machine virtuelle qui est là, donc cette machine physique plutôt, pas la machine virtuelle, plutôt la machine physique. Cette machine physique qui est là fera office de la machine cliente. Bon, vous allez me dire, client, serveur, qu'est-ce que ça veut dire au fait? Bon, lorsque vous essayez par exemple de vous connecter, bon, j'avais préparé un document ici. Lorsque vous essayez de vous connecter sur Internet pour accéder à un site web, qu'est-ce qui se passe normalement? Donc, admettons que moi je suis là sur mon portable, j'essaye d'accéder à Facebook par exemple. Normalement, Facebook, c'est un site web donc, qui contient des fichiers hébergés dans un serveur distant, qui peut être par exemple aux États-Unis, en France, au Canada, peu importe. Ouais. Donc grâce à Internet, j'ai accès à ces sites web qui est hébergé dans un serveur distant. Ouais. Donc Internet est tout simplement un réseau public. C'est le réseau des réseaux en fait. Donc il permet de connecter les réseaux locaux ainsi que le réseau public. Vous voyez, donc c'est l'interconnexion des réseaux locaux et les réseaux publics. Ouais. Donc si par exemple mon serveur web était dans mon propre réseau local, alors je peux accéder facilement à ces serveurs parce que je suis dans le réseau local. Vous voyez, donc je connais l'adresse IP directement, je peux accéder directement à ces serveurs. C'est ce que nous allons faire en fait. Donc au lieu de mettre en place un serveur distant parce que nous n'avons pas une adresse IP, nous allons mettre en place un serveur en local et installer des services, ensuite héberger des sites. Donc nous allons simuler un serveur web réel. Donc ici, dans ce deuxième schéma, c'est bien expliqué. Ouais. Donc ici, j'ai un réseau local. Donc par exemple, moi ici, j'ai créé un réseau local, j'ai des ordinateurs connectés, j'ai une console de jeux vidéo connectée, j'ai mon portable aussi qui est connecté, donc j'ai un réseau local. Ouais. Donc j'ai des adresses IP locales. Donc si je rajoute par exemple un serveur ici dans ces réseaux locaux, donc l'adresse IP sera locale, donc je connais l'adresse IP. Si je vais accéder à ces serveurs, je vais directement accéder à ces serveurs parce que je connais l'adresse IP du serveur. Mais si je vais maintenant me connecter à un serveur, à un réseau qui est distant, alors je ne connais pas l'adresse IP. Vous voyez, donc j'ai besoin d'internet pour pouvoir chercher cette adresse IP publique. Ouais. Donc par exemple là, je suis là sur mon ordinateur, je vais accéder à Facebook. Donc Facebook est hébergé dans un serveur public, donc je peux, grâce à Internet, venir là, passer via mon box, mon modem, et puis rechercher mon site web qui est hébergé dans un serveur public. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc les clients, c'est moi qui lance une requête. Ici, c'est bien expliqué. Je suis le client qui est là, mon ordinateur. Et puis, je vais lancer une requête au serveur. Je vais demander au serveur de me donner les sites web, par exemple Facebook. Il va me donner les sites web. Et puis, il va m'afficher les pages.
Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc nous allons essayer un petit peu de simuler un serveur web, donc de créer un serveur web en local, juste pour voir comment ça fonctionne, comment héberger, comment les hébergeurs font pour mettre en place toutes ces fonctionnalités. Donc, si vous avez regardé ma vidéo précédente, donc j'avais présenté les systèmes d'exploitation Debian, on avait installé avec des interfaces graphiques, un bureau, tout ça. Mais aujourd'hui, nous allons refaire la même chose, sauf que ça sera un peu différent. Nous n'allons pas installer d'interface de bureau. Vous voyez là, j'ai un système Linux, mais j'ai un bureau. Vous voyez, mais notre serveur, nous n'aurons pas besoin d'un bureau comme ça, nous aurons juste besoin d'un accès en mode console. Donc, nous allons refaire ce que nous avons fait dernièrement. Donc, pour cela, nous allons utiliser des machines virtuelles. Donc, et puis, nous allons utiliser certains logiciels tels que VirtualBox pour pouvoir installer nos machines virtuelles. Donc, VirtualBox, je l'avais présenté dans ma vidéo précédente, mais vous pouvez, je vais encore répéter. Donc, VirtualBox, voilà. Donc, VirtualBox est un logiciel qui permet d'exécuter un système d'exploitation à l'intérieur d'un autre système d'exploitation. Donc, il crée des machines virtuelles et puis on peut, grâce à ces machines virtuelles, exécuter d'autres systèmes d'exploitation à l'intérieur de notre propre système d'exploitation. Vous voyez? Bon, il y a d'autres logiciels de virtualisation tels que VMware qui est aussi utilisé. Il est vraiment bien, VMware, mais il vous faut une licence parce que VMware n'est pas gratuit. Donc, il est vraiment... il est bien, j'aime aussi, parce qu'il est utilisé dans des data centers et tout. Donc, il est pro, en fait. Mais moi, je ne l'utilise pas parce que je n'ai pas des licences. Donc, si vous êtes riche, alors vous pouvez l'utiliser. Donc, moi, je préfère VirtualBox parce qu'il est open source et il est gratuit. Donc, pour l'installation des VirtualBox, moi j'utilise un système d'exploitation Ubuntu Server. Donc on va juste voir Ubuntu non, c'est pas Ubuntu Server, c'est Ubuntu 20.04 LTS. Voilà. Donc nom du système d'exploitation Ubuntu.20 exactement. Et puis les types de systèmes d'exploitation, c'est 64 bits. Voilà, donc je vais installer, je vais télécharger. Bon, il est déjà installé, mais je vais le refaire pour juste que vous puissiez voir comment ça marche. Donc, vous allez sur VirtualBox, ne cliquez directement pas sur Download. Il faut aller sur c'est Download qui est là juste à côté. Vous cliquez et puis vous choisissez votre système d'exploitation. Sous Windows, il est vraiment très simple à télécharger et à installer plutôt. Si vous avez si vous cliquez sur Windows Host, il va télécharger les systèmes d'exploitation pour Windows. Moi, je vais annuler. Je n'ai pas Windows, mais nous, on a Linux. Bon, pour l'installation sous Windows, elle est vraiment simple. Il suffit juste de télécharger et puis exécuter les fichiers, suivre les instructions. Ensuite, le VirtualBox sera installé. Pour Linux, donc il faut venir là, Linux distribution. Ensuite, choisir votre version. Bon, moi je suis là, donc 19 et 20.04. Donc si vous avez la même version du système d'exploitation que moi, vous téléchargez. Donc il va télécharger, il pèse 89 mégaoctets, donc il va prendre 14 secondes pour télécharger. Donc je vous recommande une très bonne connexion internet parce que nous allons installer nous allons installer le système d'exploitation Debian à partir du réseau. En fait, ça sera à partir d'internet. Donc il vous faut une bonne connexion internet. Donc on a VirtualBox installé et pardon téléchargé. Je vais ouvrir le dossier de téléchargement. Ensuite, nous allons l'installer. Donc je vais vous montrer comment l'installer sous Linux parce que sous Windows c'est vraiment simple. Vous exécutez directement et puis vous suivez les instructions. Donc, ouvrez le terminal dans le dossier téléchargement. Donc, on va d'abord afficher
tous nos fichiers ainsi que nos répertoires. Donc on peut bien voir notre fichier qui est là, qu'on vient de télécharger. Donc on va l'installer. Donc pour l'installer avec Ubuntu, c'est sudo dpkg-i, et puis je sélectionne les dossiers courants. On va copier ça et on va coller tout simplement. Voilà, je valide. Il me demande les mots de passe. Je vais entrer mon mot de passe. J'entre le mot de passe. Je valide. Donc il va. Bon, normalement, il ne va pas installer. Il va mettre à jour parce que j'ai déjà VirtualBox installé. Il va tout simplement mettre à jour le logiciel. Donc on va patienter un tout petit peu pendant qu'il est en train d'installer, de mettre à jour. Voilà. On va patienter un tout petit peu. Je vais juste agrandir. Voilà. Comme ça, on va bien voir les terminals. Voilà, il me dit que le groupe VBox User existe déjà. Donc, il y a certaines choses qui existent déjà, vu que j'ai déjà VirtualBox installé. Donc, nous allons patienter un tout petit peu. Ça va prendre un petit moment. Nous allons patienter. Voilà. C'est bon, il a installé. Donc moi j'ai créé un raccourci pour vous. Donc il faut venir là, chercher VirtualBox. Ensuite vous faites un clic droit et puis ajouter aux favoris. Bon, moi je l'ai déjà aux favoris, donc je ne peux pas l'ajouter. Donc là il me dit d'enlever, donc on va rien faire. Donc vous allez ajouter aux favoris. Donc c'est bon, j'ai VirtualBox installé, donc je peux l'exécuter. Vous voyez, donc là j'ai toutes les machines virtuelles déjà existantes plutôt. Donc je peux les exécuter, faire ce que je veux. Mais nous allons créer une nouvelle machine. Donc ça c'est la machine que nous avons créée dernièrement. Mais nous allons créer une autre machine. Donc pour la machine virtuelle, comme je vous avais dit, nous allons utiliser le système Debian. Donc nous allons télécharger un nouveau ISO. Donc on va faire Debian. Ensuite on va dans les sites des Debian et là vous cliquez sur télécharger. Il va télécharger. Voilà, donc le fichier il pèse 300 mégaoctets, donc il faut patienter environ une minute. Donc cela dépendra de votre connexion internet. Bon, moi je l'avais déjà téléchargé, je ne vais pas continuer. On va annuler. Moi je l'ai déjà téléchargé, il est là. Donc il est là, je l'avais déjà téléchargé. Et puis ça, bon, ça c'est ce que j'avais téléchargé dernièrement. Ça ne nous concerne pas. Donc ça c'est le nouveau. Vous voyez bien que la version est différente. Donc ça c'est 11.2.0. Là c'est 11.1.0. Donc nous allons utiliser celui-là qu'on vient de télécharger aujourd'hui. Donc j'ai réduit. Ensuite j'ouvre VirtualBox. Je vais réduire aussi ça. J'ouvre VirtualBox. Là nous allons créer une nouvelle machine. Donc nouvelle. On va l'appeler Debian donc Debian 11 web server. Web server. Voilà. Et puis l'emplacement, nous allons, bon, si vous avez assez d'espace, vous pouvez laisser l'emplacement par défaut. Moi je vais le modifier. Donc j'avais créé un dossier spécifique pour mettre toutes mes machines virtuelles. Donc il est là, autre VM2. Donc il sert, vous voyez, ça c'est la machine qu'on avait créée dernièrement. Donc ces dossiers contiendra toutes nos nouvelles machines. Voilà, donc ouvrir. Et puis le type Linux, c'est bon. La version 64 bits, il n'y a pas de souci. Donc continuer. Pour la mémoire vive, nous allons laisser à 1 gigaoctet. Si vous avez assez de mémoire, vous pouvez mettre 2 gigas. Cela dépendra de la capacité de votre machine et des performances aussi. Donc suivant.
Ensuite, créer un disque dur virtuel. Oui, nous allons créer. On va laisser cette option par défaut. Suivant. Là, on va laisser les stockages sur le disque dur physique. Donc, on va laisser dynamiquement alloué. Ensuite, suivant. Pour la taille du disque dur, on va mettre 10 Go. Ensuite, créer. Nous allons maintenant configurer la machine. Donc, configuration. Là, ça sera. Nous allons commencer par le stockage. Donc, nous allons sélectionner l'ISO pour l'installation. Donc, choose disk file. Nous allons sélectionner le deuxième. Donc, l'ISO Debian 11.2.0. Ouvrir. Ensuite, nous allons configurer le réseau. Bon, pour la configuration des réseaux, si vous avez regardé ma vidéo précédente, je l'avais expliqué que il y a plusieurs types de modes d'accès réseau. Donc le NAT, si vous utilisez le NAT, donc cette machine virtuelle aura accès à Internet sans perturber votre réseau local. Mais nous voulons tout simplement mettre en place notre serveur sur notre réseau local. Donc il faut choisir le mode d'accès par pont. Donc le mode d'accès par pont, là on va sélectionner l'équipement qui est connecté à Internet. Voilà, l'interface plutôt. L'interface, c'est l'interface qui est connectée à la machine virtuelle. L'interface, oui, l'interface qui est connectée à la machine virtuelle pour pouvoir nous connecter à Internet. Donc nous allons choisir cette interface ici parce que cette interface est connectée à Internet. Donc si vous utilisez le câble, vous pouvez choisir celui-là. Ça c'est le Wi-Fi, ça c'est pour VirtualBox, mais ça ne me concerne pas. Moi, ce qui me concerne, c'est celui-là parce que ça, en fait, c'est un réseau que je suis en train d'utiliser avec mon modem qui est connecté avec mon câble USB. Donc, si j'étais en train d'utiliser la connexion en mode filaire, j'allais choisir celui-là. Donc, si j'utilisais le Wi-Fi, j'allais utiliser celui-là. Donc, vu que je suis en train d'utiliser, j'ai connecté un modem. Donc, le modem est connecté directement à l'aide d'un câble USB. Il m'a créé ce réseau ici. Donc, on va le choisir parce que il est connecté à Internet. Voilà. Ensuite, avancer. Les types d'interface, on va choisir voilà, Intel Pro 1000T serveur. Et puis, ça, on va laisser par défaut. L'adresse MAC par défaut. Le câble doit être branché. Donc, il faut vraiment cocher cette option. Et l'interface aussi. Voilà. Donc, on valide. Ensuite, nous sélectionnons. Et là, on fait démarrer. Donc, on va installer, oui, Graphical Install. Bon, pour la langue, on va mettre les français. Les pays, on va laisser la France. La vie, on va laisser français. Voilà, il va charger quelques composants. Il est en train de configurer le réseau. Donc, nom de la machine, nous allons l'appeler Debian Web Server. Continuer. Domaine, ça sera Debian-Web Server.loc. Loc qui signifie tout simplement local. Ça sera le nom de domaine par défaut. Ensuite, continuer. Là, il nous dit de choisir un mot de passe pour un super utilisateur. Donc, si vous avez regardé ma vidéo précédente sur l'installation, la présentation du système d'exploitation Debian. Donc, les systèmes d'exploitation Linux sont des systèmes d'exploitation multi-utilisateurs. Donc, cela veut dire que plusieurs utilisateurs peuvent utiliser le système d'exploitation en même temps, en parallèle. Vous voyez? Donc, chaque utilisateur aura accès à ses propres ressources sans pour autant déranger d'autres utilisateurs. Et puis, il faut aussi un super utilisateur pour gérer tous ces utilisateurs.
Donc le super utilisateur est comme un boss, donc il va gérer les utilisateurs et tous les systèmes d'exploitation. Donc il aura accès à toutes les ressources, donc c'est lui le chef au fait, donc il peut faire ce qu'il veut, tandis que les utilisateurs auront juste accès à leurs propres ressources et à leur propre répertoire. Donc nous allons choisir un mot de passe pour notre super utilisateur. Donc le mot de passe, il sera route. Donc je vais afficher en clair pour bien voir, et confirmer, ça sera aussi route. Donc vous voyez, c'est route. Ensuite, continuer. Là maintenant, on a ajouté un mot de passe pour le super utilisateur. Donc il faut maintenant créer un utilisateur aussi, un utilisateur par défaut. Voilà. Donc l'utilisateur par défaut, nous allons l'appeler Debian. Continuer. Ensuite, l'identifiant, on va laisser Debian. Continuer. Les mots de passe aussi, nous allons mettre Debian. Confirmer Debian. Là, continuer. Donc il va configurer l'horloge et d'autres choses. Il va détecter les disques durs qu'on vient de créer. Donc là maintenant, nous allons partitionner les disques durs. Bon, je peux le faire manuellement, tout comme je peux le faire automatiquement. Bon, je vais le faire automatiquement et puis je vais vous expliquer comment en fait le système a procédé pour partitionner les disques durs. Donc on va laisser assister, utiliser un disque entier, oui, continuer. On sélectionne bien les disques durs qu'on avait créés, continuer, et ensuite tout dans une seule partition. Donc on va laisser ça comme ça. Je peux le faire manuellement, mais on va laisser ça comme ça. Continuer. Voilà, il m'a partitionné automatiquement mon disque. Donc nous avons une première partition qui est de 9 gigaoctets et de 9 gigas. Donc déjà l'Unix utilise les types des systèmes de fichiers utilisés par Linux et ext4. Ça c'est les types des systèmes de fichiers. Windows, je pense, il utilise NTF, je crois, NTFS. Voilà, mais Linux, il utilise ext4. Et puis nous avons une deuxième partition donc de 1 giga qui utilise les types de systèmes de fichiers swap. Donc cette partition avec ces types de systèmes de fichiers swap est tout simplement une mémoire virtuelle. Donc cette mémoire virtuelle sera utilisée lorsque la mémoire vive de la machine sera saturée. Donc si la mémoire de la machine physique est saturée, c'est cette mémoire qui sera utilisée. Donc il a mis 1 giga, mais cela dépendra de vous. Si vous avez une machine puissante ou vous avez aussi une grande capacité, vous pouvez mettre la taille qui vous convient en fait. Donc nous vu qu'il a choisi 1 giga, nous allons nous contenter de ces 1 giga ici. Donc c'est bon. Bon, on peut ajouter d'autres partitions, mais le plus utilisé c'est des types de partitions, donc le ext4 et puis le swap. Si vous voulez séparer le home, donc là on va pas vraiment se casser la tête avec tout ça, nous allons laisser comme ça. Ça c'est simple, c'est ce qui est plus utilisé, c'est ces deux partitions. Donc terminer le partitionnement et appliquer les changements. Donc nous allons continuer. Faut-il appliquer les changements du disque? Oui, bien sûr, sur le disque plutôt, oui. Et puis il est en train d'installer les systèmes de base, donc on se retrouve à la fin de l'installation du système de base. Je vais mettre la vidéo en pause. L'installation est terminée, donc là maintenant il nous dit si nous devons analyser d'autres supports d'installation. Non, nous n'allons pas analyser d'autres supports d'installation parce que nous allons tout télécharger via internet. Donc nous allons laisser non, continuer. Et puis là maintenant il nous dit de choisir l'outil de gestion des paquets, donc où nous allons récupérer nos paquets. Donc le miroir, ça sera la France, et puis l'adresse, donc on va laisser juste deb.debian.org, on va laisser par défaut. Il nous demande si l'on peut utiliser
un proxy, un serveur mandataire. Non, nous n'allons pas utiliser. Donc il va télécharger directement nos paquets via l'adresse que nous venons de renseigner. Donc là, il va télécharger des paquets. Donc, nous allons patienter pendant qu'il est en train de télécharger des paquets logiciels. Donc, il vous faut vraiment une bonne connexion Internet. Voilà. Donc, souhaitez-vous participer à l'étude? Bon, nous, on ne veut pas participer, hein, on veut juste installer. Donc, voilà. Donc, non. Donc, il est en train de... Voilà. Donc, là, maintenant, il nous demande de choisir d'autres logiciels à installer. Déjà, nous aurons besoin d'un serveur web et puis d'un serveur SSH. Utilitaire usuel du système, on va laisser. Donc NOM, on va enlever parce que on aura juste accès à notre serveur via le mode console. Donc on aura juste besoin du mode console, pas besoin de mode bureau, tout ça. Non, on n'aura pas besoin du bureau. Donc juste le mode console avec le terminal et tout. Donc environnement de bureau Debian, ça je vais enlever. Utilitaire usuel du système, on va laisser comme ça et puis continuer. Voilà. Il va télécharger. En train de télécharger les logiciels. Donc il vous faut vraiment une très très bonne connexion. Moi, ma connexion n'est pas ouf, hein. N'est pas vraiment assez rapide. Je vais juste tester pour voir. Donc vous pouvez tester le débit de votre connexion. Moi je l'ai fait avec ces sites ici, fast test, vitesse, pour tester la vitesse de votre connexion. Vous voyez, donc ma connexion n'est pas extra. 5 mégas par seconde. Donc je veux voilà. Il est en train d'installer. Donc je pense qu'il a fini. Donc ma connexion il est de 5 mégabytes par seconde. C'est pas beaucoup. Bon, ça dépend. Parfois il arrive jusqu'à 60. Il varie au fait. Donc ça dépend. Voilà. Donc c'est bon. Ça nous intéresse pas. Nous allons attendre l'installation puisse finir, quoi. Là il est en train de configurer des logiciels qu'on a choisi. Donc nous avons choisi le serveur web. Donc il va automatiquement installer le serveur web et puis il va aussi installer le serveur SSH parce que nous allons essayer de nous connecter à distance via SSH. Donc je vais vous apprendre comment faire ça, comment vous connecter par exemple à votre serveur à distance, hein, pour pouvoir exécuter peut-être certaines commandes. Vous voyez, lorsque vous utilisez des frameworks par exemple, Laravel, donc il faut installer par exemple Laravel dans votre serveur aussi. Ouais, donc il vous faut un accès SSH pour pouvoir effectuer toutes ces instructions. Ouais. Donc c'est très important de choisir au fait le serveur SSH. Et bon, le serveur web aussi, je préfère l'installer directement parce qu'on peut le faire aussi manuellement, mais je préfère l'installer déjà par défaut. Donc là, il nous demande d'installer le logiciel de démarrage grep. Bon, normalement, ce logiciel est utilisé lorsque vous utilisez deux systèmes d'exploitation en dual boot. Ouais. Donc grep,
va détecter d'autres systèmes d'exploitation et puis il vous permettra d'exécuter le système d'exploitation selon votre choix. Bon, nous, il n'est vraiment pas nécessaire, mais nous allons quand même le laisser. Donc, voulez-vous installer? Donc oui, on va le laisser. Donc, on choisit les disques durs et après, on va continuer. Donc là, il va finir l'installation. Donc l'installation est terminée. Donc il faut maintenant redémarrer notre machine. Il va redémarrer. Voilà. On choisit Debian. Et là, il nous demande de nous connecter. Donc, si vous vous rappelez bien, on avait créé un utilisateur Debian. Donc, nous allons les renseigner Debian. Et puis, ils vont nous demander les mots de passe. Les mots de passe, c'était aussi Debian. C'est bon. Notre serveur est démarré. Donc, voilà. Donc, ça, vous voyez, nous avons juste les modes console. Ça c'est ce qui nous intéresse. Donc, on peut voir la configuration, par exemple. Moi, la première des choses que je vérifie, c'est l'adressage. Donc j'ai des interfaces, une interface de Lookpack qui n'est pas, ça nous intéresse pas, et puis notre interface ENP0S3 qui est connectée à notre réseau local. Donc l'adresse IP, on peut bien le voir, c'est les 192.168.0.136. donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir, nous allons essayer un tout petit peu d'avancer, configurer par exemple le réseau, parce que normalement, une adresse, donc un serveur doit avoir une adresse IP fixe, parce que là, c'est les DHCP qui est utilisé normalement. Ouais, donc on doit vraiment fixer en fait notre adresse IP, mais avant ça, je vais vérifier le D serveur que j'avais installé, donc le serveur web ainsi que le serveur SSH. Donc, je vais faire un clear. Donc, pour vérifier si le serveur est installé, donc je vais d'abord me connecter en tant que super utilisateur, si vous vous rappelez. Donc, nous avons ajouté un mot de passe pour le super utilisateur, c'était root. Donc, pour vous connecter en tant que super utilisateur, il faut faire su. Là, il va vous demander le mot de passe root. Donc, nous allons mettre root, c'était le mot de passe. Là, on est root maintenant. Donc, nous allons vérifier nos deux serveurs SSH et Apache. Donc, déjà, je vais essayer d'afficher etc pour voir tout le paquet. Donc, on va essayer de faire ls apache etc apache 2. Voilà, donc tout est ok. Apache il est installé, donc SSH aussi je crois. Voilà, SSH aussi est installé. Donc nous allons juste vérifier est-ce que ces services fonctionnent. Donc pour vérifier si un service fonctionne, donc nous allons vérifier pour le serveur web. Donc nous allons faire etc. Ensuite init.d, c'est pas init mais init.d / apache 2 et puis statut pour voir. Donc là, on peut bien voir que notre service web et fonctionne correctement. Ouais, donc si on veut redémarrer ces services, donc il faut juste refaire etc. Donc je vais d'abord effacer tout ça. Nous allons répondre, ça sera etc init
.d, ensuite Apache 2 et puis restart. Là, il va redémarrer le service. Ouais. Donc, il a redémarré le service. Donc, on peut voir encore statut. Donc, il fonctionne très bien. Pour le SSH aussi, si je ne me trompe pas, je pense que c'est la même chose. Donc, etc. Voilà. init.d SSH statut. Voilà. Donc, notre serveur SSH aussi fonctionne très bien. Pour redémarrer, c'est la même chose. Vous remplacez juste statut par restart. Il va redémarrer le service. Donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir un peu comment configurer le réseau au fait dans notre serveur. Mais une dernière chose, j'allais encore oublier, nous allons vérifier est-ce que notre serveur vraiment est connecté à Internet Donc, nous allons essayer de pinguer par exemple google.com pour voir. Voilà, donc notre serveur est connecté, bel et bien connecté à Internet. Donc, c'est bon, mais là, il est en train d'utiliser une adresse IP dynamique DHCP. Donc, il faut maintenant configurer une adresse IP statique, en fait, parce que les adresses IP des serveurs sont fixes, sont statiques, ne changent pas. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous dis à la prochaine.